Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 23e épisode du Bistrot d'Allez-le-LOSC saison 3. L'émission réalisée par les supporters du LOSC et le site Allez-le-LOSC et les docs du net pour les supporters du LOSC, un rendez-vous hebdomadaire qui revient sur l'actualité de votre club favori. Et cette semaine, nous allons revenir sur le match de Brest, Lille-Brest, petit anti-jeu entre amis, ça vous donnera le ton de notre discussion autour de ce match. Et ensuite, on viendra sur le prochain rendez-vous qui est le rendez-vous de ce semestre, le derby, objectif, la suprématie régionale et pourquoi pas, rêvons, la remontada. Donc, pour aborder ce sujet qui, je suis certain, va vous passionner, nous avons des piliers de bistrot qui sont présents ou qui le seront. On attend des renforts dans le courant de la soirée. Alors, sont déjà présents avec nous, vous le reconnaissez, notre supporter de la région de Dunkerque, Georges. Bonsoir, Georges. Bonsoir François, bonsoir tout le monde. Vous le reconnaissez, ces couleurs, elles sont voyantes. Donc, c'est notre supporter italien, Lorenzo, responsable du compte Twitter Dogs Italia et du compte Instagram du même nom. Bonsoir, Lorenzo. Bonsoir François, bonsoir les gars. Et une nouvelle tête dans les piliers du bistrot que vous ne connaissez pas encore, il s'appelle Sébastien et il est responsable d'une nouvelle section de supporters du LOSC qui naît la semaine du derby, et c'est un signe, il nous le dira, les Dogs du 62. Bonsoir Sébastien. Bonsoir François, bonsoir à tous et merci pour l'invitation. C'est tout naturel. On reviendra tout de suite sur les Dogs du 62. Je voulais juste terminer ma petite introduction. Donc, vous savez que vous pouvez assister à notre émission en direct sur la page Facebook du Bistrot d'Allez-le-LOSC et sur le compte, sur le groupe Facebook, Allez-le-LOSC. Vous pouvez également nous retrouver en replay à partir de demain matin sur notre chaîne YouTube. Et vous savez que vous pouvez réagir en direct sur les commentaires de la page Facebook du Bistrot d'Allez-le-LOSC. Vous êtes déjà nombreux à nous regarder, à nous saluer. On vous embrasse tous. Vous êtes très nombreux et je vous sens très, très chaud pour cette soirée pré-derby. Alors, je vous propose, avant de rentrer dans le vif du sujet et de revenir sur ce match de Brest, de faire connaissance avec notre ami Sébastien. Alors, Sébastien, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux présenter ta section et ton projet finalement? Oui, donc Sébastien, 38 ans, supporter du LOSC depuis 2003. Donc, alors je ne suis pas le seul sur le projet, nous sommes 7 en tout. Donc, nous avons des jeunes de 17 à 44 ans, donc super motivés. On a des jeunes qui sont en licence, enfin, ils font des études de communication. J'ai quelqu'un dans tout ce qui est... il s'y connaît en association, donc ça va aider au projet, parce qu'on a pour le but de créer une association là cet été. On a également un graphiste. On a des supporters, bien sûr, pas que du Pas-de-Calais, on nous a rejoint du Nord également. En fait, le projet, il est né il y a une dizaine de jours. On s'est rencontrés par hasard sur Twitter, mais c'est surtout la page Au Stade Lillois qui nous a mis en relation. Parce que cette page, elle a 15 000 abonnés. C'est une page vraiment qui rassemble les supporters lillois de tout secteur. Donc, il a créé des sous-groupes sur Twitter par zone géographique. Donc, ça aide pour les rassemblements, pour les déplacements. Souvent, il donne des bonnes informations. Par exemple, là, pour Luchin, 17h30 vendredi, il était au taquet. Et en fait, notre but, c'est de faire du covoiturage, donc du Pas-de-Calais pour venir au stade, mais c'est aussi à la longue de faire des déplacements. Donc, dans un premier temps, par zone géographique, donc on va dire tout ce qui est Troyes, Reims, Strasbourg, Rennes. Et là, donc, on a commencé donc une page Twitter, une page Facebook. En une dizaine de jours, bon, on va dire qu'on a à peu près 300 membres et ça prend de l'ampleur. Et le but, donc, c'est de vendre des stickers pour créer notre bâche. Et on sera vraiment fiers quand on verra la bâche Dog du 62, donc soit au stade Pierre-Mauroy, soit également
enfin, également plutôt en déplacement. Alors, le compte Twitter, tu peux nous rappeler le nom? Oui, donc c'est Doc du 62. D'accord, Et sur @doc du 62 tout attaché. Doc du 62. Ouais. Sur Facebook, pareil. Et voilà, donc, parce qu'en fait, on parle souvent des supporters lillois en métropole, mais il y en a beaucoup également hors métropole, et notamment dans le Pas-de-Calais. Moi, j'en vois tous les jours. Je fais beaucoup de routes et je vois beaucoup de fanions du LOSC, je vois beaucoup d'écharpes du LOSC. Je connais beaucoup de Lillois. J'ai mon meilleur ami sur Douvrin, j'ai des amis sur Courrières, sur Courcelles-les-Lances, moi-même sur Noyelles-Godault, et j'en vois chaque semaine, je vois des Lillois. Donc, c'est ça le but, c'est que je trouve qu'il y a du potentiel, et on s'est réunis un peu par hasard, mais c'est en train bien de matcher, quoi. La création de la section la semaine du derby, c'est un hasard ou C'est un une pur volonté? hasard. Alors, Un le pur hasard? timing, il est super, hein, mais c'est un pur hasard. Ouais. Bon, alors, il y a beaucoup de gens sur les commentaires Facebook qui saluent votre initiative. On a notamment Fabien Los qui dit Doc du 62, ça me rappelle le temps des croisades. Donc, bon courage dans votre mission. Donc, on est tous d'accord avec lui. Je pense qu'il n'y a pas de sujet. Alors, par rapport à ça, il y a une tradition au bistrot d'Alleux-le-Losc, je ne sais pas si tu la connais. Enfin, je sais que tu regardes de temps en temps l'émission je en vous replay. suis, oui. Il m'arrive de regarder votre belle émission. Oui. Donc, il y a une tradition à laquelle tu ne vas pas déroger, c'est ce qu'on appelle la question à la con. La question à la con, c'est, comme son nom l'indique, une question qui est complètement stupide et à laquelle tu peux répondre, tu n'es pas obligé, mais bon, pour l'instant, je vais te mettre la pression. Tous les invités qu'on a eus, à qui on a posé une question à la con, ont répondu. Pour l'instant. Alors, ma question, elle est là. Tu crées avec tes collègues une section de supporters du LOSC dans le 62, en territoire soi-disant hostile, même si tu le disais tout à l'heure, et c'est de plus en plus vrai, il y a beaucoup de supporters du LOSC autour de la pas métropole. facile tous les jours, mais je suis bien placé pour le savoir. Moi, j'habite du côté de Douai, donc je sais que c'est un terrain à conquérir. Mais, vous avez choisi finalement la difficulté de vous regrouper dans le Pas-de-Calais. Est-ce que ça n'aurait pas été plus facile de déménager, de revenir vers la métropole lilloise? Parce que c'est trop cher. Voilà, ça me va comme réponse. J'ai répondu. Ça me va comme réponse. Georges, Lorenzo, vous avez une question pour notre ami Sébastien? Pardon, j'ai oublié de dire également. Oui. Excusez-moi. On est en contact également avec un journaliste. Bon, je ne peux pas en dire plus, mais ça va nous booster aussi le projet, je pense. On verra. On en parlera après l'émission. Je pense savoir qui c'est, mais on en parlera après l'émission. Je ne peux pas en dire plus. Hein. En off, tu pourras nous le dire, mais pas en public, je comprends. Voilà, donc, Georges, Lorenzo, une question? Non, une réflexion de me dire c'est sympa de savoir qu'il y a des dogs dans le 62. Moi, jusqu'ici, j'y connaissais surtout des chèvres, quoi. On va faire une ferme pédagogique. Voilà. Lorenzo, tu veux surenchérir après cette saillie? Non, j'arriverai pas à le faire. En plus, je ne connais pas parfaitement la géographie, 62, 59, tout ça. Donc, en gros, là, j'ai rien à dire. Pour info, plus sérieusement, je vois ici sur la côte, j'habite près du Calaisis, et je pense qu'il y a un foyer qui s'alimente tout doucement sous un effet presque prévisible. C'est la proximité de Coquelles, et je vois beaucoup de gens ici qui avaient plutôt des affinités sans être réellement supporters, qui sont en train de rallier la cause parce que justement, Lucas est l'enfant du pays. Je suis sûr qu'à Coquelles, il a vraiment une aura et un impact qu'on n'imagine même pas, quoi. Mais j'ai justement des collègues, donc on est 7 administrateurs qui viennent du Boulonnais. Ouais. Et c'est bien. On vient de tout horizon et c'est enrichissant. Même au niveau Ce n'est pas aussi dû au fait que quand même, parce que c'est comme ça pour toutes les équipes, les dernières 5-6 années, c'est quand même plutôt important du LOSC. À part le titre, mais beaucoup de campagnes de Ligue des Champions. Moi, si j'ai, je ne sais pas, 10 ans, 11 ans, 12 ans, je commence quand même à regarder beaucoup plus qu'avant. J'imagine. En fait, ça a pris beaucoup plus d'ampleur depuis 2011. Je m'en aperçois toutes les semaines. Ouais. Depuis le premier titre, on va dire, de l'ère moderne du LOSC,
j'ai beaucoup plus de fanions, de supporters hors métropole. Et en fait, bon, l'idée, c'est aussi de contrer, parce que bon, les Lensois se vantent beaucoup d'avoir beaucoup de Lensois sur la métropole, il y a beaucoup d'étudiants, etc. Mais ce qu'on veut mettre aussi en avant, c'est qu'il y a beaucoup de supporters lillois aussi, hors métropole, mais notamment dans le Pas-de-Calais. Ok, ben, on aura fait une belle introduction ce soir. Alors, on a aussi suscité des vocations. Là, il y a les docs du Cambrésis qui sont en train de se créer là, Ah sur oui, les commentaires j'ai vu ça. de la page Facebook. Donc, C'est bien. en tout cas, bon courage à vous tous. Je vous propose de passer tout de suite, sans transition, à la première partie de cette émission. Donc, un retour sur le match Lille-Brest. On a appelé ça petit anti-jeu entre amis. Avant de faire finalement, comme chaque semaine, un tour des piliers du bistrot pour avoir leur sentiment général sur le match, puis vos tops et vos flops. On terminera ensuite par finalement la question, est-ce que le LOSC est tombé dans le piège de l'anti-jeu ou au contraire, l'anti-jeu ou l'agressivité a permis justement au club de renverser la situation, chose qu'il avait du mal à faire les semaines précédentes. Donc voilà le schéma de cette intervention. Avant de commencer, on va parler statistiques, peut-être pour poser le débat. Vous savez que j'adore les statistiques des matchs. Donc, je vous rappelle le score 2-1. 13 tirs pour le LOSC contre 3 à Brest. 4 tirs cadrés seulement. Alors, Brest en a 0. Donc, ils ont réussi l'exploit de marquer un but avec 0 tir cadré. Merci Thiago Diallo pour le CSC. Ah, c'est nous. Soit 70% de possession, 30% pour Brest. On a 603 passes contre 268 à Brest, 8 fautes contre 11, 2 cartons jaunes partout, un carton rouge à 0 pour Brest. Alors, soyons sportifs, hein, c'est match nul là aussi avec le carton rouge de Fonseca. Mais bon, Oui. en tout cas, dans les stats, il n'apparaît pas. 2 hors-jeu partout et 14 corners contre 2 à Brest qui symbolise vraiment la domination de ce match. La Alors, possession, tu l'as dit, François? tout à fait, on est à 70-30. C'est bon, on a gagné la possession encore. Ça va. Je suis Champion tranquille. de France de la possession. D'ailleurs, C'est on en bon. parlera pour le Allez, derby. Il y on a un peut vrai fermer. enjeu là-dessus. Parce que les Lensois commencent à calquer un peu nos statistiques. Donc, samedi prochain, ça va être le match de la possession. Il y aura 70-70 de possession, je crois, ce jour-là. Ah ouais, Sébastien, 2 heures de match. on va commencer par toi. Quel est ton sentiment sur ce match? Tu l'as vu au Stade Pierre-Mauroy, je pense. Comment tu le résumerais, ce match, finalement? Comment tu l'as vécu? Poussif, mais beaucoup d'envie. Donc, on peut pas leur reprocher de tricher, ou ils avaient beaucoup d'envie. Mais c'est vrai que dans les contrôles de balles, ils avaient envie de bien faire, mais pour moi, c'était pas physique, c'était, je sais pas, des erreurs d'inattention. Après, il faut dire que Brest aussi joue un peu sa peau, hein, entre guillemets. Donc, c'était poussif, mais après, c'était dans le bon sens parce que d'habitude, on n'arrive pas à marquer sur coup de pied arrêté, sur corner, je me souviens à Lorient, je crois qu'on a 14 corners également et on n'arrive pas à mettre une tête. Alors que là, on met 2 têtes. Donc, c'est poussif, mais c'est bien aussi parfois de débloquer des situations grâce à des défenseurs. Alors, c'était un peu moins, on va dire, football champagne, sauf en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, on a poussé quand même. Mais c'est ça aussi le charme du football, c'est apporter varier notre jeu aussi. Donc, on va dire que sur un match, c'est pas très embêtant. Ça serait plus embêtant si ça se répéterait dans le temps. Mais on va dire poussif, ouais. Georges, Poussif, mais je pense qu'avant, on aurait fait match nul sur ce match. Donc, c'est positif. On a débloqué la situation. Tu étais également présent au stade. Comment tu l'as vécu? Bah, l'équipe avait réputation ces derniers temps régulièrement de bien jouer et pas forcément gagner les matchs. Bah, là, ils ont exactement fait le contraire. Alors, oui, on tiendra surtout qu'au final, il y a 3 points. Dans un match aussi qui tombait un petit peu, je dirais comme un piège entre le déplacement au parc et le derby. Mais clairement un match qu'on a abordé de la pire des façons. Je pense qu'il y avait une vraie fébrilité défensive qui fait qu'on encaisse très vite un but un peu malheureux. Et puis
Et puis surtout, on a pu constater 70 minutes, 90 minutes de non-jeu chez les Brestois. Vraiment une équipe pénible à avoir joué comme au match aller. Je sais qu'en général, je ne veux pas taper sur les petits clubs comme ça, mais je l'avais dit l'année dernière à propos de Metz. Je pense que si Brest descendait cette année, ce ne serait pas une grosse perte pour la Ligue 1, parce que ce n'est pas seulement au regard de ce match où ils sont privés de 7 titulaires, c'est aussi un match aller où je les ai vus mettre le bus, quasiment rien tenter. Voilà, donc c'est une équipe d'une grande tristesse. Et nous, on n'a pas été au mieux, on n'a pas été fameux, mais en effet, sur des valeurs qui ne sont pas les valeurs nécessairement qu'on nous connaissait habituellement, on a réussi à accrocher les 3 points sans que ce soit flamboyant, sans que ce soit somptueux. C'est très sincèrement, je pense, une de nos prestations les plus indigentes depuis le début de la saison. Mais voilà, au bout du compte, il y a 3 points qui sont pris. Alors malheureusement, ce match a été glorieux pour personne parce que peut-être qu'on y reviendra après, mais il y a aussi eu des attitudes sur le banc lillois que j'ai trouvé très tristes. Enfin, notamment des comportements que je ne voyais en général qu'au niveau de district, rebalancer des ballons sur la pelouse, par exemple. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, on y reviendra après. Mais je voulais dire, je pense qu'il y avait d'autres moyens de finir le match et j'aurais préféré une fois la mécanique retrouvée qu'ils remettent le panache, même si face à eux, il y avait des gens qui étaient clairement venus pour pourrir, qui ont eu des fois des attitudes de voyous. Je pense au geste de chez Fouti sur Cabella. Eric Roy est très mal placé pour reprocher quoi que ce soit parce que vraiment, il avait amené une équipe qui était juste pitoyable, quoi. Même s'ils sont privés de 7 titulaires, il me semble quand même que les 7 remplaçants sont des garçons programmés pour jouer au football et qui auraient pu proposer autre chose que voilà ce qu'ils ont amené là, quoi. Lorenzo, tu as assisté au match à la télévision, j'imagine. Oui, j'ai eu la chance parce que diffusé en Slovaquie, et ça c'est une nouvelle de la semaine, dans le sens que la Ligue. Je rappelle que Lorenzo est un escroc. Il se présente comme Dogs Italia, mais il vit en Slovaquie. Alors, diffusé en Slovaquie, donc j'ai pu bien regarder le match. Et c'est toujours en gros, c'est toujours la même chose. C'est un match, on ne va pas se rappeler de ce match beaucoup de temps parce qu'en gros, on gagne et ce n'est pas un gros match, mais c'est OK. On n'a pas perdu de points. C'est toujours ces premières 10 minutes que je continue à ne comprendre pas. C'est vraiment question d'attitude parce qu'après, ça change tout le match. Parce que Brest joue comme ça, selon moi, c'est sûr qu'ils n'auraient pas proposé grand-chose en plus. Mais ils jouent comme ça aussi parce qu'après 5 minutes, ils sont déjà en train de gagner. Donc, ils se disent, c'est bon, il faut juste défendre. Ouais. Donc, c'est à chaque fois, nous, qu'on provoque ce genre de match. Je continue à ne pas comprendre les premiers 10-15 minutes. Je ne sais pas, franchement, Fonseca, il dit quoi aux joueurs. Parce que c'est vraiment le début du match, toujours comme ça, toujours le même. Et voilà, après, franchement, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on n'a pas joué. Mais c'est vrai que peut-être c'était pas le meilleur jour de nos joueurs. Mais voilà. On a réussi quand même à le gagner avec des coupes de tête, parce que des fois, on peut centrer et marquer avec la tête. Ça, c'est bien aussi. Après, le problème, c'est qu'on n'a jamais la même charnière centrale, finalement. Oui, mais là, c'est toute l'équipe. Les premiers 10 minutes, je ne comprends pas, parce que même avec Strasbourg, on pouvait prendre un but. Et eux aussi, ils n'avaient rien proposé. Parce qu'après, j'ai plus de doutes sur le jeu, sur l'idée de Fonseca, sur le fait qu'on joue bien, qu'on se crée des occasions, parce que même David, il prend la barre, mais sinon, c'était un gros but, c'est qu'il marquait. Donc, je ne comprends vraiment pas les premières 15 minutes. C'est vraiment si j'ai la possibilité un jour de faire de poser une question à Fonseca, ça serait, mais qu'est-ce qu'il se passe ces premières 15 minutes? Parce qu'après ça, Brest disparu. On les a plus vus, mais vraiment pas du tout dans notre surface. Donc, je ne comprends pas. Alors, les avis sur les réseaux sociaux vont dans le sens que vous venez de présenter. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. Olivier qui nous dit le LOSC champion d'Europe des poteaux, 16 poteaux depuis le début de la saison. C'est ça. Jonathan qui nous dit le match l'année passée, on l'aurait perdu à coup sûr contre une équipe qui joue pas au ballon. Il a aussi un avis qui est un peu attristé par l'incident qu'évoquait tout à l'heure Georges avec les ballons qui étaient renvoyés sur le terrain. On y reviendra donc tout à l'heure. Virgile, qu'on salue, le LOSC n'a pas réussi à s'infiltrer face au bloc bas de Brest et les occasions n'ont pas été fulgurantes. Donc on salue Virgile et les Dogs du Rhône. Et
Jean-Marc, c'est peut-être le contre-coup du match de Paris. Il fallait redémarrer. La section Lincel, bref, victoire importante pour préparer le derby. Toujours au taquet, Fabien. Zitoun, merci à l'arbitre. Il a pourri le match à lui tout seul. Jean-Marc face à un bloc bas resserré, il faut être juste techniquement et on n'a pas eu beaucoup de déchets. On a eu beaucoup de déchets, pardon, mais il fallait tenter des passes difficiles pour percer la muraille. Brest ne méritait rien vu leurs prestations. Nous, on a été moyens, mais sur le match, le résultat est logique. C'est Gildas qui parle. Voilà, donc des commentaires qui vont finalement dans le même sens et qui vont nous permettre de passer à la séquence des tops et des flops. Alors, je vous propose peut-être de laisser la main à Lorenzo. Lorenzo, est-ce que tu peux nous faire part de ta sélection des tops et des flops et peut-être des joueurs que tu as remarqués au niveau des Brestois, par exemple? Le premier top du LOSC, c'est Bafodé Diakité. Deuxième semaine qu'il marque avec la tête et qu'il est bien placé. Ça commence à être une habitude, ça c'est bien. Et c'est sûr qu'il a des caractéristiques, des choses au niveau offensif qui lui permet de savoir en fait où se placer. Donc ça c'est bien, que ce soit un coup de pied arrêté, un corner, que ce soit. Et après, en gros, je dirais un flop. C'est cette attitude des premiers 15 minutes. Je le répète encore, je ne comprends pas du tout, franchement. Et comme top, dans les côtés brestois, je mettrais à chaque fois Marco Bizot parce que contre nous, il sort quand même des 2 ou 3 arrêts chaque match, que c'est incroyable quand même. Parce que ça fait. Je me rappelle encore du match de l'année dernière à Brest, ce qu'on perd 2-0 ou 2-1, je ne me rappelle pas. Mais lui aussi, il avait sorti un gros match. Et je ne dis pas que c'est un gros match celui-là, mais il a quand même sauvé les Brestois. On est arrivé à marquer, c'était la 80e, je pense. Donc en gros, jusque-là, il avait quand même sorti un bon match. Sébastien, tu as retenu des joueurs dans tes tops et tes flops, hein? Pareil, hein, je rejoins Lorenzo Diakité. De match en match, il apporte sa rage de vaincre. Il se replace un peu mieux qu'au début de saison, parce que souvent il était pris de vitesse. Ça va beaucoup mieux là-dessus. Wea également, parce que Wea, l'air de rien, il enchaîne les matchs en arrière-gauche et il fait le boulot. Et en troisième, Jonathan David. Alors même s'il n'a pas marqué, j'ai regardé ses appels de balles, il est tout le temps en activité. Il fait tout le temps des courses en essuie-glace, droite, gauche. Et ouais, je le mets quand même dans mes tops. Et les flops, c'est comme dit Lorenzo, c'est 10-15 premières minutes. Alors, est-ce que c'est pas non plus la pression? Parce que finalement, on est le club en Ligue 1, on est dans la peau du chasseur, en étant 6e. Donc, est-ce qu'ils ne se mettent pas inconsciemment une tension, une pression en plus en début de match pour bien faire les choses? Mais en fait, ça couche vite trop dans les têtes, je ne sais pas. Et sinon, côté brestois, le gardien. Sinon, je n'ai pas vu d'autres. Il y a beaucoup de propositions de top et flop sur les réseaux sociaux. Je voulais, avant de vous les citer, je regardais le site MaxiFoot qui désignait comme homme du match le poteau de corner gauche, parce que c'est de là d'où sont venus les 3 buts finalement. Donc, il le signalait homme du match. Alors, il y a beaucoup de propositions sur les réseaux sociaux. Ça donnera des idées à Georges pour son interview. François, sur Bafodé Diakité, je pense que tout le monde a lu ce que le LOSC a publié il y a 2 heures. Apparemment, il est absent un mois. Il est absent un mois, c'est le genou, si je ne dis pas de bêtises. Et effectivement, on devra s'en passer pendant un mois, ce qui veut dire que très certainement au derby, Timothée Hua va passer à droite et qu'on aura Gabriel qui restera à gauche. Et ça, c'était l'équipe qui avait deux remplaçants par poste pour l'étang. Bien. Voilà, on salue d'ailleurs Olivier Létang pour son magnifique mercato. Bravo Olivier. Bravo. Donc, les commentaires sur les réseaux sociaux. Donc, au niveau top, André Diakité et Alessandro. On n'en a pas encore parlé pour Fabien. Oui. Bien. Thierry, on était pour une fois efficace sur les corners.
Diakité pour François, Thierry, top Wea et flop Bamba, Zitoun, le King André Gomez, Thierry, deuxième top, la rentrée de Gudmondsen. Ah oui, André Gomez, oui, j'ai oublié. François, il nous demande s'il est blessé, Diakité, donc on vient de répondre. Gildas, flop Zegrova qui retombe dans ses travers. Top, les buteurs et les supporters pour Lincel. Flop, le jeu de Brest, l'arbitre et les personnes sur le banc de touche. Olivier, je n'ai pas trouvé Chevalier rassurant, son ballon relâché au sol, plus le coup franc de Paris, je suis perplexe de son niveau. C'est sévère, hein. Mais bon, c'est Olivier, il a le droit de le dire, et en tout cas, ça prouve qu'on ne censure absolument rien au bistrot de parce qu'on donne tous les avis. Rémi, Alexandro, dans les tops, il commence déjà à montrer un très beau potentiel et un mental solide. Il me fait penser à Botman dans ses débuts. S'il continue à progresser, la saison prochaine, il sera titulaire indiscutable. À mon avis, c'est heureusement que certains piliers de bistrot ne sont pas là ce soir, parce que là, ça aurait porté à débat. Mais bon, peut-être que ça, on y reviendra tout à l'heure. Jonathan, pour moi, Chevalier sur le but, il doit s'imposer dans ses 6 mètres. Et puis voilà, c'est tout, c'est les tapes et les flops. Georges, est-ce que tu as un avis complémentaire à nous communiquer, des réactions sur ce que je viens de dire? Je crois que les tops ont été cités. Alors, je vais revenir sur d'abord, en effet, Alessandro. Alors, Botman, je crois que il y a loin, mais il n'empêche que sur ce match-là, Alessandro a été, j'ai trouvé extrêmement bon d'abord en première mi-temps parce qu'il y a 2-3 sauvetages juste derrière où il a vraiment, dans une défense qui surnageait un petit peu, qui était un petit peu fébrile, j'ai trouvé pas mal plutôt en première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, il met le but de la victoire. Donc ça vient un peu conclure un match que j'ai trouvé plutôt abouti. C'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de voir Alessandro dans des performances de ce niveau-là. La deuxième a été évoquée, c'est Gudmondsen, parce que je trouve que ça a été très concluante. Enfin, autant moi, j'étais très sceptique. J'étais très sceptique avec l'idée d'une aussi longue absence, revenir à un très bon niveau. Et même contre Paris, je trouve que son entrée n'était pas mal du tout. Mais là, il a été totalement rassurant. Et je suis en train de me dire que vraiment, peut-être que… Olivier Létang avait raison, il fallait personne à gauche. Non, mais vous savez quoi, et je ne porterai pas garant des certitudes d'Olivier Létang, mais en tout cas, peut-être que ça va un peu nous sauver les miches parce que vraiment, au niveau latéraux… il apporte des centres en plus. Voilà. Il a été, et voilà. Et vraiment, d'ailleurs, je pense qu'il a même un peu changé la configuration de fin de match. Et le troisième top, on l'a évoqué ici aussi, ne serait-ce que pour le moment où on reprend l'avantage, c'est la gestion d'André Gomez dans cette fin de match. Lui, c'est incroyable. Encore une fois, c'est une grande classe. Je repense à un ballon où ils sont mano à mano, serrés contre la ligne de touche, et il a ce coup de patte en transversal, mais quasiment en aveugle, où il inverse tout le jeu du joueur. Il est extraordinaire. C'est la marque des grands. On sait malheureusement qu'on ne va pas le garder. On sait aussi. Je ne suis pas sûr de ça. Je pense qu'au niveau salaire, ça va être très, 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 très compliqué. Je ne suis pas sûr de ça. Je suis prêt à signer dès demain pour qu'on garde ce joueur. Vraiment, je suis prêt. Je pense que ça va être très compliqué parce qu'il a un salaire à l'anglaise, quoi. Mais bon, peu importe, on verra. Je souhaite me tromper. Je souhaite sincèrement que tu aies raison, Lorenzo. Et au niveau des flops, moi, je mettrais quand même les trois. On a parlé de Zegrova, de Bamba, et j'y ajouterais même Cabella, surtout en première mi-temps. On a l'impression que tous les trois nous ont offert ce que parfois ils savent faire de pire. Et d'ailleurs, je pense vraiment que l'absence de beau jeu concorde à leur perte très moyenne. Et je voulais adresser aussi un flop d'or, je n'ai pas non plus l'habitude d'adresser, mais un arbitrage qui a été complètement dépassé. Alors, je ne parle même pas d'arbitrage à sens unique, parce qu'il y a il n'a pas su gérer le match de part et d'autre, mais quand, par exemple, tu as un gardien de but qui met 3 plombes à dégager, que derrière, tu viens le voir sans le sanctionner, juste pour lui expliquer, finalement, tu en mets 1 minute dans le dos à 1, comme dirait Maître Capello, et derrière, donc,
on imagine qu'il a bien sermonné. Le mec a continué à faire de l'anti-jeu et pas un seul moment, parce qu'il n'y a pas que le gardien de but, les Brestois qui étaient systématiquement à terre au moindre effleurement, qui remettaient 3 plombes à rejouer les touches, et ça à partir de la 40e minute, quoi. Ils ont commencé bien avant. Je dis, ça me rappelle le FCMS de l'année dernière, c'était carrément dégueulasse. Et à aucun moment, il n'a sanctionné ça. Le seul carton jaune qu'ils ont raison, c'est pour justement sanctionner Fonseca qui se plaignait de cet anti-jeu. Et derrière, quand c'est parti en échauffourée, on l'a senti complètement dépassé, en inertie totale. C'est vraiment un mec qui n'était pas au niveau. Et alors heureusement que l'effet de match, je pense aussi que des fois, il y a des sanctions très, très simples à prendre, quoi. Quand un mec se roule à terre pendant 2 heures, qu'une fois qu'il est sorti, on le voit re-rentrer illico sur le terrain en courant comme un lapin, je pense qu'il faut aller le voir. Je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Ne serait-ce que le laisser végéter. J'ai déjà vu faire ça par d'autres arbitres. 3-4 minutes sur le bord avant d'autoriser qu'il re-rentre. Éventuellement, lui servir un petit carton jaune. Mais en tout cas, voilà, dépassement total de l'arbitrage. Et côté brestois, il y a un joueur que j'avais remarqué, surtout au début de match. Après, il est un peu tombé parce que justement, l'équipe ne jouait plus, mais il nous a fait très mal offensivement. C'est le jeune Arconte. J'ai beaucoup aimé dans ce qu'ils appellent, enfin vraiment, c'est le seul Brestois qui à un moment m'a fait un peu peur, quoi. Alors, les commentaires sur l'arbitre et l'arbitrage vont un peu dans le même sens sur les réseaux sociaux. Lorenzo, je te passe la parole juste après. Capenoul, le regard de Galliust, donc l'arbitre, est impressionnant de vide. Il a l'air complètement perdu. Jonathan, l'arbitre n'a pas su gérer son match et c'est ce qui crée toutes les tensions. François, c'est pour cela que le match dégénère et anti-jeu des deux côtés pathétique. Et Jean-Marc qui nous rappelle le penalty qui a été oublié sur le tirage de maillot de Jonathan David. Donc la faute aussi à la VAR pour Capenoul. Donc voilà, les commentaires vont dans le même sens. Lorenzo, tu voulais rajouter quelque chose sur ce sujet? Oui, juste 2 choses sur ce que disait Georges sur Gudmundsson. Moi, je l'adore aussi. Je pense qu'il va nous aider beaucoup. Ça se voit, mais on le voyait même l'année dernière qu'il avait quelque chose, surtout offensivement. C'est un joueur très intéressant. Je dis qu'on est tellement habitué à n'avoir pas des latéraux qui attaquent que dès qu'on a vu Gudmundsson, il nous semble Serginho, vous voyez. C'est pas contre lui. C'est juste que là, on a vu finalement c'est quoi un latéraux qui pousse. Donc, on a dit quand même, si lui, il est bien, et sur ça, je félicite, je ne sais pas c'est qui l'équipe médicale du LOSC, mais s'ils ont entendu autant et il est revenu et il est bien 100%, parce que beaucoup de fois, on a vu des rechutés de blessures, etc., ça veut dire que vraiment, ils ont bien travaillé avec lui. Je ne sais pas quel parcours il a suivi, mais bon. Donc, vraiment, très, très, très bien sur ça. Sur André Gomes, juste pour répondre à Georges aussi, c'est que je ne sais pas, je commence à voir un peu, il se sent bien en ville. Je vois un peu une situation similaire à celle-là qu'on avait avec Eder, dès qu'il était venu en janvier. Je pense qu'après, on a réussi à le garder, si je ne me trompe pas. Et après, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même statut du joueur, mais je le vois bien en ville, avec les Portugais, tout ça, etc. À un moment donné, s'il est central dans le projet du LOSC, et pourquoi pas, on arrive à avoir une qualification européenne, c'est sûr qu'il doit baisser son salaire. Mais à un moment donné, si tu veux jouer et être important dans une équipe comme le LOSC, je ne suis pas sûr qu'il dirait non. Donc, à voir, j'espère. Hein. En tout cas, j'espère. Je souhaite que tu aies raison. Maintenant, ouais, comme tu dis, à voir. Avant de passer justement sur le sujet de l'anti-jeu et de l'agressivité de ce match, moi, je voulais revenir sur le cas d'Alexandro, parce qu'il y avait un commentaire qui vient un peu compléter, c'est Rémi qui nous dit pour Alexandro, je veux dire qu'il commence à montrer un beau potentiel parce qu'il vient d'un club de D2 portugaise, et il prend l'exemple de Thiago Diallo qui a mis un certain temps avant de s'habituer. Alors, je n'irai pas justement le comparer à Botman, mais je trouve qu'Alexandro a un profil intéressant parce qu'il, moi, il me paraît, alors, vous me direz ce que vous en penserez, complémentaire aux autres défenseurs centraux du LOSC. D'un côté, on a l'expérience José Fonte, on a Thiago Diallo qui commence à devenir finalement lui aussi expérimenté et qui peut être là quoi qu'il arrive, qui est finalement la pierre angulaire de cette défense centrale. On a un Lenny Yoro qui est très technique et qui est très fort défensivement,
notamment dans des matchs contre une forte opposition. Et on a finalement un Alexandro qui est un peu plus limité techniquement défensivement, mais qui apporte beaucoup plus offensivement dans des matchs contre des équipes qui sont plus à notre portée. On l'a vu notamment, parce qu'à chaque fois qu'il joue, il marque un but ou deux et qui sont parfois décisifs. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon analyse pour une fois? Est-ce que j'ai une analyse qui est pertinente? Je ferai un bémol juste sur Diallo. En fait, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de mal pour une longue période, mais c'est tout ce temps où c'est acharné à le faire jouer latéral, chose poste où il n'est pas du tout à son niveau. Moi, je me souviens même des tout premiers matchs de Diallo, donc la fameuse saison Covid. Ses premiers matchs étaient excellents. Et je me souviens même à un moment où l'équipe n'était pas trop au fait, un match à Nice qu'on perd 2-0 et où Diallo surnage, il est excellent. Il faut se souvenir, hein, je parle au tout début. Et puis après, bon, il y a eu un flottement, Gourvenec l'année dernière qu'il a fait jouer d'un côté et puis de l'autre, alors que c'est vraiment, je pense, un central exclusif. Peut-être qu'on peut l'essayer en demi-défensif, mais on l'a vu en latéral, c'est pas du tout, il n'a pas son aise. Il a joué à gauche l'année dernière, je me rappelle. Oui. Et en plus, là, déjà à droite, c'est pas terrible, mais en plus à gauche, oui, sur son mauvais pied, ça avait été hyper compliquant. Donc Diallo, je pense qu'en tant que central, j'ai pas souvenir de match. Il y a eu quelques boulettes contre Monaco cette année, mais pas souvenir de match où il est totalement déçu dans la durée. C'était à chaque fois qu'il était sur l'aile qu'il a des fois été très mauvais, quoi. Très bon parcours, Diallo. Son CSC, parce que le restant du match, il est super bon. Son CSC, oui. Ah oui. Non, mais en plus, lui, c'est vraiment une histoire bizarre, Diallo, parce que l'AC Milan le laisse lorsque, comment dire, voilà, on a zéro confiance en lui, il n'est même pas bon. On vous laisse un défenseur comme ça. C'était, je pense, quand ils sont signés, je ne me rappelle pas, Leao, voilà, c'est lui qui rentre dans l'opération, Leao. Mais pour l'AC Milan, c'était, comment dire, voilà, et là, maintenant, il cherche un défenseur, donc c'est quand même bizarre. Et sur Alexandro, moi, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'il nous avait fait voir en début d'année. Moi, je l'avais vu surtout dans les matchs amicaux en juillet. Je me disais, lui, quand même, il a du physique, il est costaud, bien, pourquoi pas, etc. Après, il a très souffert, je pense, le 7 ans contre le PSG. Ça n'était pas facile mentalement de revenir après ça, je trouve. Ce n'est pas un phénomène, mais c'est un bon joueur. Il peut être dans les 3-4 défenseurs de ce club. Sébastien, tu veux rajouter quelque chose? Non, à part que oui, il amène à notre profil. Déjà, il doit approcher les 2 mètres, je pense. Donc on l'a vu sur les corners. C'est bien parce que souvent, je trouve qu'on ne marque pas beaucoup sur corner, mais ça, c'est pratiquement tous les ans. Et par contre, j'ai trouvé qu'il était limite, c'est sur ses contrôles de balle. Il met tout le temps une ou deux touches de balle parce qu'il n'arrive pas à bien contrôler. Alors, quand c'est une attaque devant qui presse pas trop, bon, tout va bien. Mais quand c'est des attaques qui pressent vraiment fort, j'ai quelques doutes. Mais après, bon, c'est un bon joueur. Il n'y a rien à dire. C'est pour ça que je le voyais plus dans un contexte contre des équipes abordables où finalement il y a moins de travail défensivement, voilà. Et il peut plus dans un premier temps, contre, en fait. On verra l'année prochaine après, parce que je pense que... je ne suis pas sûr qu'ils vont le garder quand même. Ouais. Alors on verra, on fera les paris. D'un côté André Gomez, de l'autre côté Alexandro. Bon, je ne vous demande pas de choisir, mais en tout cas on en reparlera au prochain mercato. Alors voilà, terminons ce match contre Brest, il est déjà 21h17. Juste un petit tour de table. C'est un match qui a été caractérisé par de l'anti-jeu et une certaine agressivité. Est-ce que selon vous, le LOSC est tombé dans le piège brestois ou au contraire, finalement, c'est en allant chercher dans cette agressivité d'énergie ce qui a permis au club de retourner la situation et de s'échapper du piège dans lequel il serait peut-être tombé s'il s'était contenté à faire du beau jeu à la Fonseca. Alors, je vois Sébastien qui opine. Donc, je te laisse commencer ce petit tour de table. Pas pour moi. La deuxième option, c'est-à-dire que je le prends dans le bon sens, ça amène du caractère au groupe. Donc, alors le problème, c'est que ça a toujours des limites parce que contre Lens, ça va être un derby, ça va être tendu, il va avoir la pression. Faudrait pas tomber dans le panneau des Lensois ou du public ou quoi, enfin, peu importe. Là, j'ai trouvé qu'ils avaient eu du caractère, du mordant. Mais Lens, quand même, c'est autre chose. Et eux, ils jouent au foot, ça sera un match ouvert quand même. Brest, c'était vraiment le but. Oui, ils vont pas tomber. Je pense pas qu'ils vont simuler ou quoi que ce soit. Non.
mais je sais pas, la pression du public ou je sais pas, le staff adverse qui commence à râler ou il faudra pas tomber dans le panneau. Des fois qu'ils passent une vidéo justement pendant le derby sur les faits de jeu de l'arbitre, on peut ne pas échapper à ça. Oui, aussi. Lorenzo, Georges, quelque chose à ajouter sur cette thématique? Pour moi, c'était juste vraiment la frustration un peu du match, le fait que tu as réussi à marquer, tu étais 2-1, tu gagnais. Donc, en gros, un peu, ils se sont fait conditionner par l'attitude des Brestois. Mais je dirais un truc, franchement, c'était plus l'attitude de l'entraîneur des Brestois et de Fonseca. Moi, je les aurais virés les deux. Franchement, là, je n'ai pas compris le choix de l'arbitre. Moi, j'aurais dit, allez, dehors les deux. Et parce qu'en gros, on n'a pas eu un match très violent, entre guillemets. Sur le terrain, je dis, hein, pas aux alentours. Donc, voilà, on a quand même joué dans notre jeu sur le terrain. On ne s'est pas trop fait conditionner. On n'a pas eu trop d'occasions, mais quand même. Donc, c'était vraiment juste un truc de frustration, j'imagine, à la fin du match. Ouais, c'est pas bien le fait qu'ils jettent des ballons pendant que le Brest est en train de contrer. Mais bon, c'était un match bizarre comme ça. C'est des matchs un peu bizarres. Il faut juste les gagner et penser à autre chose. Donc, voilà, c'est passé. Fonseca ne justifie pas le fait d'envoyer des ballons, mais il rappelle quand même qu'on lui reproche au banc lillois ou à l'équipe lilloise de jouer de l'anti-jeu sur les 10 dernières minutes, alors que Eric Roy, qui fait cette déclaration, a quand même des joueurs qui l'ont fait pendant les 80 minutes précédentes. Hein, donc, il faut remettre les choses dans le contexte. Et c'est vrai qu'il ne comprend pas non plus pourquoi lui est expulsé, alors que la véhémence, au départ, viendrait d'Eric Roy, qui, lui, n'a pas été inquiété par l'arbitre. Ah, et par rapport aux joueurs, quand même, le fait qu'il se soit un peu énervé, je ne dis pas que c'est bien que tu t'embrouilles avec l'adversaire, mais à un moment donné, que tu es un peu énervé, ça va, parce que sinon, à chaque fois, la passe, le bon jeu, blablabla, un peu, ça peut nous servir des fois. Donc, ça, c'est bien. Je ne dis pas que c'est bien pendant un match, mais les voir un peu énervés, les joueurs, je dis quand même. Ça veut dire que ils veulent quand même lutter pour quelque chose, donc voilà, ça va. Voilà, la grinta. Je voulais, petit aparté aussi, rebondir sur Eric Roy, parce que c'est pas 80 minutes, donc c'est 170. Il y a eu aussi tout le match aller où on s'est fait chier à avoir joué ces Brestois. Et pour rebondir, je suis allé un petit peu me balader sur le forum des supporters brestois, où je m'attendais à évidemment un tonnerre pléthore de reproches au Lillois. Un tonnerre de Brest sur le terrain, voilà, un vrai tonnerre de Brest. Et au final, le tonnerre s'adressait à l'équipe, où les mecs ont repris un peu de voler l'interview de Roy pour dire non, mais un match où on n'a pas un tir cadré, pas une occasion, il est gentil, le Pépère, quoi, mais qu'il ne vienne pas nous voilà jouer martyr, sacrifié sur l'autel du beau jeu, parce qu'en effet, l'interview de fin de match d'Éric Roy, il est lunaire. Ouais, on a fait 10 minutes d'anti-jeu. J'ai pas aimé dans le truc, mais je pense que moi, en tant que supporter, parce qu'évidemment, quand je paye ma place, j'aime bien voir du spectacle et voir ce que je vois dans les 10 dernières minutes, ça m'a pas plu. Mais je pense que si j'avais été supporter brestois, faire ce déplacement pour voir cette prestation-là, j'aurais été anéanti. Donc, ouais, ça n'a pas été flamboyant. Ce qui est intéressant aussi, en effet, souvenez-vous, notre côté un peu naïf, rédule, début de saison, on se faisait un peu marcher dessus, rentrer dedans. Voilà. Là, on a, et là encore, je voudrais remettre l'accent sur le boulot de Gomez, André Gomez, qui a su aussi les pourrir un petit peu quand il fallait les énerver, exalter, parce que vous voyez que ça n'a pas été violent, il y a quand même le geste sur Cabella et 2-3 tentatives où tu as des Brestois qui cherchent à faire mal. Mais après justement, les incidents, fallait voir à chaque remise en jeu, après le but encaissé, leur façon de garder le ballon, tout était insupportable. Donc, moi, en tant que supporter lillois, je ne me suis pas régalé avec ce spectacle, mais je me dis, si je compare aux Brestois qui étaient présents sur la pelouse, le peu de beau jeu que j'ai pu avoir, il est venu de mon équipe. Parce que de l'autre côté, c'était un manque total. Ouais.
et que derrière, c'est le football Eric Roy, voilà, non, mais c'est absolument ça. J'ai envie de dire, c'était un grand match de personne. Il y a si vraiment une équipe, s'il y a une équipe qui ne méritait de rien ramener de ce match, c'était bien Brest, quoi, parce que Absolument, 100%. Ça a juste été le non-jeu abyssal et que, sincèrement, ouais, je crois que Roy est très, très mal placé pour faire quelques leçons. Après, pour répondre, je pense que simplement l'arbitre, il se trouve que Fonseca, ayant déjà un jaune, a dû mettre un jaune aux deux, expulsé. Je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord avec lui, mais je crois que c'est l'explication que j'ai sur le fait qu'un soit sorti, l'autre pas, quoi. Alors, il y a beaucoup de réactions dans ce sens sur les réseaux. Capenoul, on n'a jamais vu Fonseca dans cet état. Roy a tout fait pour Jean-Marc pour faire dégoupiller Fonseca. Jean-Marc, on a juste voulu donner des ballons aux Brestois pour qu'ils jouent ensemble. En fait, ça partait d'un bon sentiment. André Gomez pour Jonathan est très malin dans ces moments-là. Capenoul regrette, voudrait penser au match, aux supporters lillois qui étaient présents au match aller dans le vent pour assister à une vraie purge, comme tu le citais tout à l'heure, Georges. On a Patrice qui nous dit en quelques jours, on s'est fait un Paris-Brest et Georges dit qu'on ne s'est pas régalé. Donc, un attentat pâtissier de Patrice, hein, on le soulève. Et on nous dit également, je retrouve, c'est compliqué, on nous dit également, vous ne parlez pas du carton rouge brestois dans les arrêts de jeu. Alors moi, je voudrais justement revenir sur ce carton rouge brestois. C'est Camara qui prend un carton rouge pour avoir participé à l'échauffourée en fin de match. Et il a eu une réaction suite à ce carton rouge que moi, je trouve très sympathique. Je vais vous lire ce qu'il a déclaré, enfin, grosso modo. Il dit « Je n'aurais pas dû », donc il reconnaît. Hein. Tout le monde était énervé et les enjeux étaient importants. Donc il remet dans le contexte les choses et il assume son carton rouge complètement. Alors ça fait une belle jambe, hein, mais en tout cas, il l'assume et c'est pas souvent qu'on a des footballeurs qui d'habitude, on se réfugie toujours derrière l'autre et lui, il assume, il dit « J'ai fait une connerie, je n'aurais pas dû » et basta. Et on a, pour terminer, Capenoul qui revient sur les réactions de Georges et qui nous dit c'est Georges Brest. Donc voilà, c'était une petite dédicace qui va te faire plaisir, je pense, Georges. Ah oui. Après avoir fait plaisir à Georges, je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission, celle que vous attendez certainement avec beaucoup d'impatience. Ça, c'est notre point de vue sur le derby. Donc, une deuxième partie d'émission qu'on a appelée Derby, objectif, suprématie régionale. Et remontada si tout va bien. Donc, alors, je vous rappelle un peu le contexte. Alors d'abord, en préambule, quoi qu'il arrive, en absolu, tout reste à faire, mais en relatif, Lille aura déjà, quoi qu'il arrive, fait mieux que l'année dernière. En nombre de points. J'avais pas de doute. Pour les 3 points. Là-dessus, on a déjà 3 points. Et quoi qu'il arrive, Lens fera moins bien. Voilà, on a déjà d'excuses en cas de mauvais résultat. De toute façon, on peut déjà être s'en satisfaire. Alors, on est sur un derby qui tombe finalement à un moment où Lille paraît plutôt en position de remonter, en position de forme, et où Lens semble marquer un peu le pas. Alors, j'ai retrouvé une statistique sur Twitter qui vient du site Wooster, si je sais me relire. Et en fait, c'est le classement de la Ligue 1 sur le mois de février. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer cette info. Je vais vous la donner parce qu'elle est quand même assez intéressante. Sur les matchs du mois de février, le premier du classement, une petite devinette. Qui serait le premier du classement sur le mois de février, d'après vous? Nice. Absolument, Nice. Nos amis niçois qui ont fait une série absolument fantastique en commençant par une défaite qui n'était pas du tout méritée d'ailleurs, mais en tout cas, ils avaient pris les 3 points. Le deuxième, c'est simple. Marseille. Non, c'est encore plus simple que ça. C'est Paris. Monaco. Paris, non, c'est Paris, c'est quand même Paris, les gars. Ouais, il ne faut pas oublier. Ouais. C'est quand même Paris. Ah bon, même s'ils ont perdu le match. Le troisième est... Reims. Non, c'est Monaco. Ah non, c'est Monaco. Ouais, mais Reims, c'est quatrième, c'est bien vu. Parce qu'effectivement, ils font un très bon mois de février. Qui est cinquième? Peut-être nous, non? Ben oui, le LOSC, pourquoi pas? C'est le LOSC. Même nous, Et maintenant, à quelle place se situe Lens dans le classement du mois de février?
15e. Absolument, 9e, 15e. 15e. J'ai pas vu le classement, je t'avoue, j'ai rien vu. C'est pas. Alors, j'avais lu un autre statistique de Lens, c'était juste que les derniers 6 matchs qui ont joué ailleurs, donc pas à Bollard, et ils n'ont pas gagné. Tout à fait. C'était autre chose. Moi, j'ai retrouvé les résultats du mois de février de Lens. Ils ont une défaite à domicile contre Nice. Ils ont un nul à l'extérieur à Brest. Ils ont une défaite à l'extérieur à Lyon. Ils ont une victoire à domicile contre Nantes et un nul à l'extérieur contre Montpellier. Donc, et puis, bien sûr, une qualification au tir au but contre Lorient. Alors, ça illustre bien finalement ce classement et ça n'illustrera que ça. Ça ne veut pas préjuger de ce qui se passera ce week-end, bien évidemment, mais ça illustre bien que ce qu'on ressent, c'est que l'équipe lensoise, elle semble marquer un peu le pas dans le mois de février et on se demande si ce n'est pas le bon moment justement pour les rencontrer. Alors, comment vous voyez ce derby? Qu'est-ce que vous en attendez? Georges, on va commencer par toi. Comment tu vois ce derby? Est-ce que c'est le bon moment pour affronter Lens? Non. Moi, je voudrais être quand même extrêmement prudent parce que j'ai vu pas mal de ces matchs et autant je trouve que c'est dans les détails, dans la finition, dans les micro-choses comme ça que ça pêche à Lens. Mais je trouve que sur les matchs que j'ai vus, en tout cas contre Lyon, contre Montpellier, ils gardent ce même volume physique de jeu. Ils restent aussi brillants. Et pourtant, je sais que j'ai l'habitude avec Francaise chaque saison de voir une équipe qui démarre pied au plancher, mais il a une telle exigence au niveau du physique qu'à chaque fois l'équipe finit par s'affaisser physiquement. Et là, j'ai pas l'impression que ce soit encore le cas. J'ai vraiment l'impression que ça tient plus finalement, ça ressemble un petit peu à nos périodes molles à nous, c'est-à-dire un manque de réalisme dans les deux surfaces. Mais ils continuent à dominer les matchs. Il continue à voir ce jeu vraiment très. Maintenant, ça va être un peu plus brouillon et sans contenu. Donc, évidemment, il y a jamais de bons moments pour les jouer, mais il n'y a toujours que des bons moments. Donc là, moi, je pense qu'évidemment, on est sur une pente ascendante. Si on fait un parallèle sur les adversaires qu'on a affrontés récemment, je pense qu'on tient largement la route. Clairement, il y a un truc à faire là-bas, quoi. Mais je ne suis pas sûr que ce soit gagné et acquis, quoi. Alors Sébastien, en tant que représentant des Dogs du 62, tu as forcément un avis sur le prochain derby. Et j'ai regardé leur match, justement, contre leur dernier match. Là, c'était contre Montpellier. Pardon. À la Mosson. À la Mosson. Je les sens un peu émoussés physiquement. Quand je vois leur chef d'orchestre, alors Fofana, j'ai oublié son prénom. Seco. Lui, il est crevé quand même. Seco idéal. Je suis un spécialiste des noms et prénoms de joueurs lensois parce que je fais le top et flop sur BFM Grand Lille régulièrement. Donc, je connais mieux les noms et prénoms que la qualité de joueur. D'accord. Super. Seko Fofana, je le sentais émoussé au bout de 20 ou 30 minutes, vraiment cramé. Même physiquement, je voyais, il suait des gouttes. Il leur manque, parce que je parcours leur forum également, et apparemment, c'est pareil, ils se plaignent de la finition. Alors, moi, je ne mettrais pas Openda comme flop, parce que c'est un super joueur, mais ils en attendaient plus. Finalement, c'est censé être leur serial buteur et il n'est pas là. Après, il n'est pas toujours titulaire non plus. C'est qu'il y a des raisons, certainement. On ne voit pas l'entraînement. Mais je les sens vraiment émoussés. Par contre, ils ont toujours cette envie, cette grinta qui fait que moi, je vois bien un match avec des buts. 2 partout ou 3-2 pour Lille, tout peut arriver. Mais je vois bien un match avec des buts, mais des deux côtés, hélas. Parce qu'ils seront devant leur public, ils auront la grinta. Après, ce qui peut pencher en notre faveur, c'est comme je disais tout à l'heure, on sera dans la peau du chasseur. Et eux du chassé. Donc, est-ce qu'ils vont gérer la pression? Parce qu'on l'a vu les saisons précédentes, à chaque fois, ça faisait des débuts de saison du tonnerre et ça finissait 7e. Alors cette année, ils finiront plus haut parce qu'ils ont emmagasiné beaucoup plus de points. Mais je les sens émoussés quand même. Ouais. Je pense que ça pêche physiquement. Après, ils vont avoir leur match là demain soir. Alors je pense que Franck Hayes, il va faire tourner quand même. Mais on aura un peu cet avantage-là, on va dire. Après, c'est pas une excuse. Mais
est-ce qu'ils vont faire tourner demain, sachant que maintenant, ils sont quand même à 2 marches du Stade de France Non, et de l'éventuelle qualif européenne. Moi, je pense quand même que le match de Nantes, il est important pour eux. Je ne les vois pas lâcher un quart de finale surtout que Nantes n'est pas au mieux. Ce qui peut être un avantage pour nous d'ailleurs. Mais en effet, je te rejoins, Sébastien, sur le fait, comme je disais, moi je voyais toujours cette grinta, je voyais toujours cet impact physique de match de Montpellier, de Lyon. Par contre, c'est vrai, un détail près, qui est quand même un détail majeur, c'est Seko Fofana qui, lui, et je pense que ça date de quelques mois maintenant, est largement de ça. Et quand on sait l'impact qu'il a, parce que pour le coup, les matchs de l'été dernier, je pense à des matchs comme Rennes, des matchs à Monaco, si Fofana n'est pas sur le terrain, il ne gagne pas ces matchs-là. C'est un joueur, ils ont un joueur, on le sent d'ailleurs, niveau XXL par rapport au reste de l'équipe. Le Mbappé Lensois. C'est pas loin, même si c'est pas sur le poste. Dans l'impact, dans l'impact, pas loin, en effet. Et en tout cas, quand ils ont enchaîné autant de victoires, je repense à ce match contre Rennes qui gagne quasiment à lui tout seul. Et c'est vrai que… Même contre le PSG, il sort un bon match. Oui. Mais j'avais oublié cet aspect-là quand même, qui est de dire que je pense que sur la prestation lensoise, tout dépendra aussi du niveau de Fofana, quoi. Oui. Je pense que si Fofana n'a pas un bon niveau, là, ça peut devenir extrêmement intéressant pour nous. Voilà, il y a un adage lensois qui dit quand Fofana va, tout va. Est-ce que ça va se vérifier le jour du derby? Lorenzo, est-ce que pour toi, ce match aussi tombe au bon moment? On l'a rappelé tout à l'heure, il y a un match de Coupe de France demain contre Nantes. Alors, on sait que… ils seront fatigués. C'est sûr et certain. Et ils vont pas lâcher comme ça en quart de finale. Donc, tu les vois faire tourner l'effectif? Est-ce que contre Lorient, ils avaient fait tourner l'effectif? C'était le cas contre Lorient. Hein. Même dans les buts d'ailleurs. Même le LOSC, imaginez si on était en quart de finale, là, on n'aurait pas fait tourner, je suis sûr et certain. Et c'est la même chose pour Lens. Ils vont quand même suivre l'idée de Francaise, continuer à jouer avec leur style. La différence par rapport aux années passées, je trouve qu'ils ont quand même fait un mercato pour avoir des joueurs frais, pour les aider en fin de saison, en fait. Parce qu'un joueur comme Fujini, quand même, c'est un joueur que, par exemple, je ne comprends pas pourquoi le LOSC ne le cherche pas, par exemple. Exactement. Et un joueur comme Thomasson, c'était un des meilleurs à Strasbourg, il l'achète. Donc, ils ont quand même des hommes en plus pour essayer de bien terminer la saison. On va les prendre fatigués parce que quand même, ils auront moins de repos par rapport à nous. Donc, ça, c'est sûr et certain. Mais j'imagine de voir quand même un match très ouvert parce que les idées d'Oez que j'aime bien, je pense que c'est un entraîneur avec des bonnes idées. Moi, je le mets par rapport à Gasperini ici en Italie. Je trouve que c'est la même chose. Même au niveau mental, parce que c'est quand même un entraîneur qui demande beaucoup à ses joueurs, comme on disait. Et Fonseca, c'est la même chose. Donc, je suis sûr et certain qu'on va avoir un beau match sur le terrain. Je ne sais pas leur niveau, parce qu'ils sont quand même fatigués. Peut-être qu'ils ne sont pas habitués à jouer chaque 3 jours. Mais je pense que ça peut être le bon moment, oui, parce qu'eux, ils nous voient à 6 points. Non, 4 ou 6. 7. 6 points actuellement. 6 points, voilà. Et déjà, savoir que si on gagne, on est à 3 points et se dire, ah putain, chaque année, ils arrivent à nous dépasser. Ouais, c'est pas le top jouer avec cette pression-là. Donc, je pense que c'est le bon moment pour nous. Alors, Jean-Marc sur le réseau va dans notre sens. Si on arrive à maîtriser Fofana, on les éteint. Jonathan qui dit André Gomez va s'en charger. Gildas, si on perd contre Lens, c'est terminé pour la 4e place, il serait à 9 points. On a, attention pour Gildas, on relance toujours les équipes en mal de résultats. Récemment, Nice, Paris. Donc là aussi, le danger. Nous, on est 5e en février, rappelle Patrice, en jouant presque les 4 gros devant nous et plein de grosses équipes qui nous donnent du poids finalement à nos résultats. Jean-Marc qui soulève un point intéressant. Le mercato a renforcé l'équipe, certes, mais a peut-être mis un peu du désordre dans les mentalités, dans l'équilibre finalement de l'équipe. Peut-être que ça joue dans la baisse de rendement des Lensois. Je pense qu'ils ont aussi une hécatombe de blessés. Bien sûr.
Ils vont arriver avec un groupe amoindri. Ouais, même nous, faut pas, Oui, pas au top. nous, Hein. c'est-à-dire que dès qu'il y a deux Nous, blessés, on est derrière, habitués. les C'est vrai que quatrièmes, nous, on est habitués. Ça, c'est... Par contre, Lyon qui gagne déjà contre Grenoble, sachant qu'on pouvait être là, quand même. Ne remue pas le couteau dans la plaie, Lorenzo. On avait presque réussi à ne pas Ouais, évoquer ouais, t'as l'élimination raison, t'as contre raison, Lyon t'as raison. ce soir, le jour du quart de finale. Ah, mais Et tu la réalité. viens nous massacrer le moral. Alors, ce que je voulais. Alors, on nous dit également, Lens, c'est costaud derrière, au milieu, et c'est assez faible devant. On a également Capenoul qui nous dit Lens ne sera pas obligé de gagner, contrairement à nous. On va avoir une opposition finalement avec deux équipes qui ont un projet de jeu assez similaire. Et d'ailleurs, pour accueillir Baptiste qui va mettre son micro et qui vient d'arriver, donc on va saluer. Bonsoir Baptiste, de la page Breaking Dogs. Bonsoir François, bonsoir à tous. Bonsoir Baptiste. Mieux vaut tard que jamais, j'avais annoncé du renfort et finalement, comme la cavalerie, tu arrives toujours à temps. Donc, on a deux équipes qui ont comme caractéristique dans les statistiques de privilégier la possession, Baptiste. Est-ce que pour toi, on va avoir une bataille de possession sur ce match-là ou au contraire, on va avoir finalement une équipe va attendre l'autre et va essayer de la surprendre en contre? Ouais, je pense, de toute façon, la possession, dans tous les cas, les deux équipes la veulent, mais dans tous les cas, il n'y aura pas 60% d'un côté, 60% de l'autre. Forcément, une équipe aura moins le ballon que. On ne sait jamais. C'est vrai qu'on ne sait jamais, mais dans tous les cas, je pense que Lille ne va jamais changer ses habitudes de jeu. Bon, le fond des cas, là, déjà montré quand on se prend 7-1 face à Paris, je ne remets pas le couteau dans la plaie, mais on continue avec nos ambitions et il va continuer, je pense, jusqu'à sa mort. Les ambitions qu'il a avec le LOSC. Donc, je ne pense pas que Lille va changer ses habitudes. Ils vont toujours prendre de ballons et ne pas changer. Je pense que c'est plus Lens qui va se dire, bon, ben voilà, Lille va prendre le ballon, à nous de les contrer. Je pense que c'est plus Lens qui va contrer Lille que l'inverse. Donc, Lens va devoir innover, entre guillemets. Lille va continuer à voir si l'innovation, c'est mieux que cette non-innovation de la part de Fonseca. Alors, petite question, les gars, oui, mais on va jouer avec quel maillot? C'est vrai qu'après le 4-3 à Paris, je ne suis pas sûr qu'ils vont jouer. Le quatrième maillot. Ah, voilà. Je pensais qu'après le 4-3 à Paris, c'était mort ce maillot-là. Hein. Non, ça va être le quatrième. Enfin, je pense. Bah, je pense. Entre guillemets, un maillot qui parle du Nord, je pense que ça peut être que le moment de le sortir. C'est ça. Sur ce suspense insoutenable, je vous propose de continuer les réactions des internautes. Toujours des réactions, c'est assez riche ce soir. Hein. Virgile, important cette Coupe de France. Le résultat final peut plomber le moral de certains. Olivier qui nous signale que Thomasson est incertain pour le match. Il a une blessure. Je vois qu'il est quand même dans le groupe. Hein. Ouais. Donc, ce soir. Ah non, ce soir, oui, s'il est ce soir dans le groupe. Demain. Bah, s'il est ce soir dans le groupe, il n'y a pas de sujet. Par contre, on ne sait pas encore le groupe de samedi, j'imagine. Oui, mais je veux dire, il est présent à Nantes demain. Donc Gildas, on ne doit surtout pas perdre. Et Jean-Marc qui attire l'attention sur l'arbitrage qui sera aussi important avec la pression de Bollaert. Et Capenoul qui nous dit 4e maillot à Paris, 4 buts encaissés. Donc il est plutôt militant du maillot noir, si je ne m'abuse. Pas un maillot 0. Oui, il faudrait essayer le maillot 0, le maillot test de début de saison. Alors, moi, je voulais vous rappeler peut-être pour voir vos réactions, finalement, les écarts qui sont importants sans l'être, finalement, en tout cas, qui peuvent devenir intéressants. Lens est 4e, ils sont à 10 points de la première place. Ils ont 2 points de retard sur Marseille, qui est 2e, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont le même nombre de points que Monaco, qui est 3e, et ils ont 4 points d'avance sur le 5e et 6 sur le 6e, qui est le LOSC. En cas de défaite de Lens à Bollaert, parce qu'on parlait tout à l'heure de Lens n'est pas obligé de gagner, mais Lens est obligé de ne pas perdre, parce que s'ils perdent contre le LOSC revient à 3 points, ils perdent le contact avec les équipes de tête si les résultats leur sont défavorables, et ça reste quand même un enjeu qui, moi, me paraît important, surtout au sortir d'un quart de finale de Coupe de France qui peut... Et surtout le calendrier futur de Lens.
parce qu'il va jouer encore les gros. Thomasson, il est là, hein, je viens de voir l'équipe. D'accord, ok. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez justement de cet enjeu? On parle beaucoup de la remontada lilloise, mais est-ce que c'est pas, finalement, l'enjeu, il n'est pas surtout chez les Lensois qui n'ont pas le droit de perdre? À la trêve, ils sont seconds, ils ont un parcours de champion, on les voit quasiment concurrents de Paris sur après le podium. La défaite de Paris. Voilà, après la défaite contre Paris, on se dit la deuxième place à minima leur est acquise. Derrière, patatrac. C'est pour ça que quand on me dit même en cas de défaite, bah non, c'est jamais fini. Et je veux dire, même si on est à 9 points, la saison n'est pas finie parce que il y a plein d'imprévus. 9 points, mais d'une part, je pense qu'il n'y aura pas 9 points à l'arrivée, on va les battre. Mais surtout, je pense que pour eux, il y a quand même cette spirale. Alors, en effet, ils sont encore assez proches du podium, sauf que le podium, il y a 5-6 journées devant, ils étaient dessus et bien devant les autres. Donc, il y a aussi peut-être chez eux cette phase de doute, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le physique, on a parlé du côté émoussé, mais je pense qu'il y a aussi dans les esprits quelque chose qu'ils vont un petit peu cogiter. L'idée de se dire qu'ils vont peut-être passer à côté de quelque chose de grand, qui sont peut-être en train, et que pour eux, si nous, c'est le dernier espoir de les rattraper, pour eux, c'est aussi peut-être un des derniers espoirs d'accrocher le podium et donc la Ligue des Champions. Donc, en effet, il y aura une pression très forte sur eux aussi, parce qu'on a tendance à se polariser sur le derby, mais il y a l'ensemble de la saison, il y a les autres adversaires et il y a le risque pour eux de définitivement perdre. Et c'est vrai qu'au regard de leur première moitié de saison, ça peut être assez démoralisant. Baptiste, tu penses toi aussi que c'est un match où les Lensois et les Lillois vont partager la pression? La pression, je ne sais pas. Je pense que ça sera au début du match, à la fin du match. Après, ça, on verra. Mais non, de toute façon, je pense que le terme. Je te l'ai offerte, celle-là. Et je te remercie. Mais c'est ma tournée. Je viens de la conférence. Désolé. Mais le terme match à 6 points n'a jamais autant bien porté son terme, entre guillemets. Moi, je pense vraiment que ce match, je ne vais pas dire qu'il va être décisif pour la saison de Lens ou de Lille, parce qu'il y a encore, voilà, on sera à la 26e journée, il restera donc 12 journées. Tout est encore possible. 36 points sont allés chercher, mais je pense que vraiment, dans la tête, si Lens venait à perdre, Rennes serait plus qu'à 1 point, et Lille serait plus qu'à 3 points, du coup. 3 points. Et donc, il y aurait un écart qui serait vraiment, vraiment faible. Et comme l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est Sébastien qui l'a dit, au vu de la programmation des prochains matchs de Lens, qui vont jouer les gros, ils vont laisser des points. Attention à ce que Lille n'en laisse pas aussi. Mais vraiment, il faut vraiment remporter ce match parce que ça peut être vraiment décisif. Si on perd, Rennes à 3 points, donc est à 49, nous on reste à 44, on a déjà 5 points de retard. Ça risque de faire mal, sachant que Nice peut aussi nous passer devant et que Lorient ne va nous tatiller. Donc il va falloir vraiment remporter ce match. Parce que sinon, la fin de saison risque d'être compliquée, je pense. Alors, c'est un match, un derby, donc il y a un déplacement des supporters lillois. Il y a 1001 supporters lillois qui se déplacent dans le cadre des bus organisés par les sections. Un déplacement qui s'annonce très chaud, accompagné d'ailleurs de mesures de sécurité qui sont hors normes par rapport à un déplacement. Qui ont même permis finalement de réaliser l'exploit, c'est de pousser les Red Tigers, donc le groupe de supporters lensois, à faire un communiqué pour dénoncer les conditions d'accès à Bollaert des supporters lillois. Historique, ça. C'est assez drôle, je trouve. Parce qu'ils disent quoi, en fait? Que c'est trop compliqué? En fait, non, parce que c'est trop facile d'y arriver. Sur le déplacement lillois, il y a un encadrement des bus, ça on a l'habitude. Il y a une obligation de venir en bus, ça on a l'habitude. Mais surtout, ce qui porte finalement à polémique, c'est qu'il y aura un contrôle d'identité de l'ensemble des supporters au départ des bus des sections. Voilà, c'est une nouveauté, entre guillemets. Et c'est vrai que ça passe assez mal. Il y en a certains supporters lillois ont boycotté suite à ça, parce qu'ils trouvent que ce n'est pas normal. Les Lensois, donc les Red Tigers, ont publié ce communiqué. Alors, un communiqué qui laisse quand même à quelques bémols, entre guillemets, parce que ça se termine par ils demandent le respect des droits et des libertés des supporters, même si on peut comprendre la volonté d'identifier les animaux. C'est quand même assez moyen comme commentaire. Et c'est vrai que
finalement, au lieu de regretter la situation, ce sera mon coup de gueule du soir, plutôt que faire des communiqués, il faudrait peut-être arrêter de se comporter comme des sauvages dans les tribunes et autour des stades. Ça permettrait certainement d'éviter d'avoir à prendre ce genre de disposition. À bon entendeur, salut. Deuxième chose que je voulais vous donner sur les supporters et dans le cas du derby, je voulais vous donner cette information que vous connaissez peut-être déjà si vous êtes un habitué des réseaux sociaux. Il y a un rendez-vous qui est organisé par le club avec les sections de supporters à Luchin, vendredi soir à partir de 17h, 17h30, pour saluer le départ du bus des joueurs, donc à 18h15. Et donc, on invite les sections. Alors, je ne sais pas si ce sera ouvert aux abonnés ou ouvert aux autres supporters, mais en tout cas, rendez-vous est pris à ce jour avec les sections pour accompagner dans la joie et la bonne humeur avec fumigène et drapeau le départ des joueurs du LOSC pour les mettre tout de suite, effectivement, dans le bain du derby et pour les motiver, encore que je pense que ce n'est pas forcément nécessaire parce que si on lit les déclarations des joueurs sur cette dernière semaine, notamment David, Diallo, Timothy Weah, je pense qu'ils sont déjà rentrés dans le derby dès la fin de la bagarre avec les joueurs brestois. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de cette situation pré-derby? C'est un rendez-vous plus pour les joueurs et les supporters? Sébastien, toi qui est un supporter du 62, tu penses quoi justement de ce contexte de supporters, cette motivation qui est décuplée? C'est un rendez-vous avant tout de supporters, parce que les joueurs, alors peut-être pour Lucas Chevalier qui est né dans la région, c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 2000, les Debuchy, Cabaye, Franquin, etc., bon, les Dumont, ça a une saveur particulière. Là, les joueurs, non, je pense qu'ils ont vu notre motivation à nous et ils s'imprègnent de ça. Et je pense aussi qu'il y a des anciens parmi le staff, par exemple le kiné, qui doit leur transmettre aussi cette grinta du derby, je pense. On imagine, et on salue Marco Cuvelier, hein, voilà. Il est invité en permanence à l'émission. On n'a pas réussi à caler une date, mais on y arrivera un jour, c'est promis, Marco. Mais non, je sens les joueurs quand même en mode commando et je pense que là-bas, oui, ils vont faire un résultat, tout au moins pas perdre. Et après, non, c'est toujours bien ce qu'ils font à Luchin, même si les joueurs sont déjà dans leur bulle. Bon, au moins, les nouveaux qui arrivent au LOSC, ils ont bien compris qu'ici, le derby, c'était super important. D'autant que maintenant, c'est le plus grand derby de France. Vu que Saint-Étienne est en Ligue 2, pour moi, c'est le plus grand de France. Donc, non, la pression, même par les médias, ils vont la ressentir. Mais non, c'est plus pour les supporters. Je pense que nous, dès le lundi, on y pense. On pense à ça tous les jours, même au travail, on pense à ça. Ah, justement, Olivier te pose une question, Sébastien. Est-ce qu'on voit déjà des banderoles contre Lille dans le 62, comme ça arrive parfois avant certains derbys? Alors, j'en voyais beaucoup lors du confinement. Il ne se passait pas un jour sans... alors, sur l'autoroute A21, sur l'autoroute A1, côté Pas-de-Calais, j'en voyais plein tous les jours, des nouvelles. Ouais, j'ai une explication à ça. C'est pour sortir pendant le confinement, le sous-préfet avait autorisé le motif promenade de banderoles et c'est pour ça que les Lensois sortaient beaucoup pour accrocher les banderoles sur l'autoroute. Non, mais ils géraient leur frustration de ne pas aller au stade et bon, c'était... Quand c'est fait de manière, on va dire... au niveau chambrage, que ça soit très léger, ça se passe rigolote bien, et intelligente, on va dire. Bon. Tout à fait. Quand c'est vulgaire et gratuit, voilà. C'est pas drôle. Petit aparté aussi, c'est vrai que dans l'espèce de rivalité et sans doute l'animosité qui était beaucoup plus lensois ces dernières années, qui s'explique par le fait que ils voyaient le LOSC briller. Moi, j'ai connu la situation un peu inverse dans les années 80-90, où Lens se démerdait plutôt bien, alors que nous, on traînait dans le ventre mou, et on sentait beaucoup plus de frustration chez les supporters lillois. Nous, on vient de vivre 15 années où
son derby et ça ne nous manquait pas vraiment puisqu'on côtoyait les hauts de tableau parce que nos adversaires directs étaient devenus Monaco, Marseille, Lyon. Et peut-être que cette année, ça s'atténue un petit peu par le fait qu'ils ont eu la chance d'avoir une saison exceptionnelle, d'avoir pu, grâce à la jurisprudence Gourvenec, nous battre 3 fois l'année dernière. Donc, ça atténue un peu. Mais pour en revenir aux joueurs, et c'est un peu, là, je vais faire référence au derby qu'on va jouer là-bas l'année du titre, justement, au moment du confinement. Peut-être que c'est pas plus mal que les joueurs ne s'emballent pas trop sur une dynamique de derby, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on va gagner 3-0 là-bas, on avait senti chez les joueurs, finalement, l'espèce de frénésie des banderoles et compagnie, ça avait beaucoup gagné les joueurs. Ils étaient venus à ce derby pour nous rentrer dedans, pour défoncer du Lillois, entre guillemets, au sens footballistique du terme. Et nous, on avait des Lillois qui étaient arrivés avec la tête très froide, qui étaient juste venus là pour gagner un match dans leur course au titre. Et au final, on les a battus 3-0. Il y a 2 faits d'arbitrage qui ont beaucoup fait râler les Lensois, sauf que ces 2 faits sont des fautes avérées, et qui tous les 2 sont liés à des engagements justement excessifs. Le pénalty en début de match où Fofana fait faute, avec une espèce d'engagement, son tacle est complètement stupide et dangereux. Et Michelin se fait expulser suite à 2 grosses fautes, 2 gros tampons, où on sent que le mec est vraiment venu. Voilà, donc j'espère qu'il y aura à la fois la motivation de nous mener loin, et puis en même temps, se rappeler que c'est aussi un match qu'on a gagné. Et je pense qu'après, la passion, la frénésie, on la laisse aux supporters, en espérant que de part et d'autre, on n'ait pas la bêtise de reproduire certains gestes qu'on a vus l'année dernière et qui sont absolument insupportables, quoi. Non, mais c'est sûr, l'objectif avant tout, c'est l'Europe. De toute façon, c'est l'Europe pour Lille. Là, pour l'instant, on est à la place du... Bon, je dirais pas le mot qui suit, mais il faut aller chasser le 5e. On est 6e, non? Oui. On est 6e, tout à fait. Et le 5e, c'est encore la Conference League, non? C'est encore le rêve Conference League, non? Le 5e, c'est la Conference League. Le 6e, c'est la place du con, parce que moi, je sais le dire, hein, on va à la chasse au con. Donc, le 6e, c'est la place du con. Sauf si quelqu'un qui se qualifie, qui gagne la Coupe de France, s'est qualifié pour la Champions League, ou même l'Europa League, d'ailleurs. Donc, il faudrait que Marseille gagne la Coupe de France, que Lens gagne la Coupe de France. Alors, je ne sais pas ce que je préférerais. Hein. Je crois que j'aurais du mal, en tout cas. Et pour que la 6e place devienne qualificative pour la Conference League. Donc, dans le doute, il vaut mieux chasser la 5e place à minima. Alors, je fais référence à tes 2 faits de jeu du derby où on gagne 3-0 là-bas. On fait un petit salut à notre ami Sylvain Charlet, qui s'était fait beaucoup chambrer par son engouement et sa défense de la réalité, finalement. Bah, il avait été juste, oui. Oui, tout à fait. Il avait été juste et complètement impartial. Et ça lui avait valu quelques colibés. Donc, on le salue. Quelques commentaires avant de passer à la suite. Rémi qui rebondit sur les banderoles et qui nous dit il y en a pour nous des banderoles, on en a accroché quelques-unes. Alors on voudrait savoir à quoi ça correspond, si Rémi peut nous en dire un peu plus. Voilà, qu'est-ce que vous voulez rajouter à ce derby? On a parlé des écarts qui n'étaient pas importants, on a parlé de la Coupe de France, on a parlé du calendrier à venir de Lens. Alors aussi, on l'a évoqué, mais il y a ils vont à Rennes, ils vont aller à Paris, ils vont recevoir Monaco, ils vont se déplacer à Toulouse pendant le mois de mars et d'avril, donc ils ont un calendrier qui est pas piqué des verres. Je pense qu'on a fait le tour de ce derby, si je ne dis pas de bêtises. Il nous manque peut-être encore un tour de table. Vous savez où je veux en venir, hein, les pronostics. Alors allez-y sur les réseaux sociaux. Allez-y sur les réseaux sociaux, faites-nous part de vos pronostics, j'en ai déjà vu quelques-uns. Donc, j'ai vu notamment un pronostic pléthorique 2-4, si je ne m'abuse, pour le LOSC. Quels sont vos pronostics pour ce derby? Qu'est-ce que vous voyez comme résultat? Alors, Sébastien, tu es le nouveau, on va commencer par toi. Ma première idée, c'est 2-2. 2-2. Moi, ça me va. J'aime pas les pronostics trop optimistes parce que souvent, ça porte malheur. Donc, moi, j'aime bien le 2-2, je le prends. Lorenzo? On gagne 2-1. Et pour la joie de Baptiste, je ne sais pas, mais j'aimerais bien que ce soit 0 va décider ce match. Hein.
Baptiste, est-ce que tu rejoins Lorenzo? Je crois pas. Est-ce que tu rejoins Lorenzo? Tu vois un match exceptionnel de Zegrova? Ah, on peut, et il paraît même que la LFP a annoncé que si Zegrova marquait du droit, ça valait 2 buts. Enfin, après, c'était. Non, Il y a Gamel. j'ai 2 pronostics. François Le Texier a arbitré une victoire du LOSC 1-0, une victoire 2-0. J'ai bien envie de dire 3-0. Et après, il y a une voix de la raison qui me dit que les féminines ont montré la voie. Victoire 6-1. Donc pourquoi pas une victoire 6-1 si les féminines ont montré le chemin, pourquoi pas? Moi, je ne demande qu'à ça. Alors, Un conseil, Baptiste, joue là parce que si elle tombe, ça va te faire mal au derche. Alors, c'est la folie sur les réseaux sociaux. Olivier qui voit 1-3 pour le LOSC. François qui voit un match nul, qui est dans le camp du match nul, comme Patrice, 1-2 pour le premier, 2-2 pour le deuxième. Gilles Las, 2-2, c'est le score du jour. On a Capenoul qui voit un 0-1. Jean-Marc, 1-3 pour le LOSC. Laurent, 6-2 pour Lille. Donc, c'est un score logique, hein, un score logique et qui serait sympathique. Et Life qui nous parie un 0-2 avec un but de David, un but de Bayo. Georges, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Plutôt qu'un 6-2, j'aurais bien dit un 5-9, mais on fait des buts en plus. Mais bon, au moins, ça respecte le sens de la victoire à l'extérieur. Voilà. Non, le seul qui n'a pas été donné, il y aura un 2-3. Ah ouais. J'ai failli. Alors, Rémi 2-4, victoire du LOSC. Alors, but de Fulgini, Fofana pour Lens. Pour le LOSC, alors c'est très précis comme pronostic. But sur un coup de pied arrêté, but d'un milieu et doublé de David pour entrer dans la légende. Ouverture du score, il va plus loin et ils mèneront 2-1 à la mi-temps, mais remontada en seconde mi-temps. Il ne va pas jusqu'à nous donner le nom des chants des supporters lensois pendant le match. Encore que ça, c'est pas du tout un pronostic, c'est une certitude. Bon, regarde plus le match, là, c'est plus la peine. Il y a tout spoilé. Voilà, donc en tout cas, si ça se passe comme ça, Rémi, on t'invite au débrief du derby. D'ailleurs, pour le débrief du derby, on aura un supporter lensois qui viendra, quel que soit le résultat, qui viendra débriefer avec nous. Donc, on lui réservera un bon accueil, surtout si on gagne. Si on perd, on l'attachera sur un poteau avec du goudron et des plumes et on lui fera sa fête. Je rigole, il sera bien accueilli. On est toujours bien accueilli au bistrot de l'ALOSC. Voilà, on a fait le tour de cette actualité chargée. Il est 22h. On a tenu 1 heure hors taxe, presque. On est presque dans les délais habituels. Donc, je voulais d'abord remercier Sébastien pour sa première au bistrot d'ALOSC. J'espère que ça t'a plu. Ouais, super. Vous avez vraiment une belle émission et j'ai hâte de revenir. Pourquoi pas. La porte est ouverte. Tu n'hésites pas. On te donnera les informations pour que tu puisses t'associer à notre petite liste. On en reparlera après le direct si tu le souhaites. Super, merci. Merci Lorenzo. Merci Lorenzo. Tu commences à devenir un habitué, toi. Bon, quand même, j'ai fait 1 an peut-être dans 1 ou 2 mois, je pense. 1 an dans l'émission. Donc voilà, parce que la page, elle a déjà fait 1 an il y a quelques semaines. Et c'est un plaisir, comme d'habitude. Alors lui, on ne peut même pas l'appeler habitué. Hein. Il est fondateur du bistrot d'ALOSC, cofondateur. C'est Georges. Merci à toi, Georges. Écoute, merci. Et puis, j'espère que ça durera encore longtemps avec le bistrot, quoi. Alors, lui, Baptiste, on le remercie également, mais bon, pour la semaine prochaine, essaie d'acheter une montre quand même, ce sera beaucoup plus simple. Ça sera prévu. Alors, je me fais rouspéter parce que je n'ai pas parlé d'une information donnée par Rémi qui voulait parler d'un jeune qui vient de signer pro également, Lucas Mbamba. Donc, on le signale et donc on en parlera peut-être un peu plus la prochaine fois. Donc, on vous souhaite à tous un bon derby. On vous remercie tous les auditeurs, tous les internautes de votre participation très active ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs, et qui enrichissent vraiment les débats. C'est toujours très intéressant. On vous sent excessivement chaud pour le derby. On espère que ça se passera bien. Donc, rendez-vous samedi 17h pour le match. Rendez-vous mardi prochain pour le 24e numéro du bistrot d'ALOSC et on reviendra très longuement sur le derby avec notre camarade lensois, sans plume et sans goudron, je vous rassure. Et puis d'ici là, on va se quitter avec notre cri de guerre habituel qu'on va
qu'on va hurler à 3. 1, 2, 3. Allez, Allez, le LOSC. Forza LOSC. Ciao.